Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler anatomie de la micro-bouclette. D'abord, on va parler de toutes les méconceptions qu'on a sur ces cheveux à toutes petites bouclettes, donc ce qu'on appelle communément les cheveux 4B ou 4C. Et de comment, même quand on a envie de défendre cette texture, souvent je trouve qu'on est plutôt des haters de cette texture. Même nous, les porteurs de cette texture, je vais entrer là-dedans, ça fait longtemps que je vais en parler, mais on va aussi parler des caractéristiques intrinsèques de cette texture de cheveux, voir un peu mieux pourquoi elle se comporte comme elle se comporte, pourquoi elle apparaît comme elle apparaît, pourquoi son entretien est comme il est, enfin voilà, comprendre, regarder amoureusement dans les yeux de la texture à micro-bouclette. Et ensuite, voir des astuces plus concrètes de comment s'en occuper correctement et des différentes façons qui existent de s'en occuper en fonction des différents résultats qu'on peut obtenir. Bref, c'est une vidéo qui pourrait s'appeler Tout sur la micro-bouclette. Peut-être que je vais l'appeler comme ça. Commençons par la partie qui me dérange. Il y a un mois, j'ai publié une vidéo sur les textures crépues. J'ai parlé de texture ronde et de texture ovale. Et j'ai parlé des problématiques de la texture ovale et des problématiques de la texture ronde et des astuces, des meilleures façons de s'occuper d'une texture ovale et d'une texture ronde. C'est complètement différent et techniquement, ça n'a aucune corrélation avec la boucle. D'ailleurs, c'est pas techniquement, ça n'en a aucune. On peut avoir une grosse boucle de texture ronde, une grosse boucle de texture ovale, et on peut avoir une micro-bouclette à texture ronde ou une micro-bouclette à texture ovale. C'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas dans mes programmes typiquement les appellations 4A, 4B, 4C, parce que ça ne fait référence qu'à la boucle, la taille de la boucle littéralement, et rien d'autre. Alors que le cheveu de chacun se comporte différemment et apparaît différent, basé sur d'autres choses, dont aussi la texture. Donc on est sur deux caractéristiques différentes, la texture, ronde ou ovale, et la taille de la boucle, donc la micro-bouclette ou plus grosse bouclette. Mais cette vidéo, on parle de micro-bouclette. Mais j'évoque cette vidéo sur la texture parce que dedans, je mentionnais le fait que les cheveux ovales vont avoir tendance, dans leurs inconvénients, à être plus souvent ternes. Ils vont moins bien refléter la lumière. Et là, sur Instagram en tout cas, ça a créé tout un truc en commentaire de gens qui m'accusent de dire du mal de la texture ovale et de dénigrer la texture ovale et de donner envie à d'inciter celles qui n'aiment déjà pas leur texture à l'aimer encore moins. Et dans le langage de ces personnes, je reconnaissais finalement le fait de parler de texture, un peu de texture crépue, de ce qui est appelé communément texture 4C, et qui est un peu la texture sur laquelle il y a souvent des avis et des ressentis péjoratifs. Je vais adresser ça parce que c'est important pour moi. Quand j'ai démarré mon aventure de retour au naturel, quand j'ai commencé à fréquenter des forums en 2008 sur les cheveux crépus, c'était déjà à l'époque un énorme sujet. Il y avait littéralement des sujets de forums qui disaient texture 4C, comment le vivez-vous? Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment cet enjeu de on a tous et toutes défrisé nos cheveux toute notre vie, nos parents, enfin nos mères, nos tantes ont toutes défrisé leurs cheveux toute notre vie, donc on veut repasser au naturel, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne se rappelle plus de ce qu'était sa texture d'origine, donc il y avait tout ce mystique autour de la révélation de la texture d'origine. Et et effectivement, il y en avait qui étaient déçus de découvrir qu'elles avaient des cheveux crépus, pas coulis, pas mélangés, pas métissés, pas batases indiens, mais crépus. Et jusqu'à maintenant, et ça persiste dans beaucoup de mes vidéos, surtout quand je mets de la pub dessus, évidemment, c'est là que tu attires tous les vautours. J'ai des commentaires de type « Ouais, mais elle dit qu'elle peut aider, mais elle est antillaise, donc ses cheveux doivent être différents. D'ailleurs, regarde, quand mes cheveux sont souvent coiffés dans une variante de ça, vous le savez. Donc j'ai des remarques de type « Mais elle a même pas les cheveux crépus. Et en plus, elle est antillaise, donc c'est sûr, elle a pas les cheveux crépus. Comment elle peut aider les Africaines? Nous, nos cheveux sont pas pareils. » Et donc, on échelonne comme ça les cheveux crépus, avec cette idée que donc, les cheveux des Africaines sont plus crépus et donc moins bien, ou plus difficiles,
Et les cheveux des Antillaises seraient moins crépus et donc meilleurs et donc plus faciles, et le sous-entendu de de ces commentaires. Et si tu as de beaux cheveux, qu'ils ont l'air souples et légers et brillants, qu'ils ont de la longueur et du volume, donc forcément, ils ne sont pas réellement crépus. Et donc forcément, ils ne sont pas 4C. Et donc forcément, peut-être dans ma discussion aussi de texture ronde ou texture ovale, forcément, ils ont la texture ovale. Bref, tout ce qui est perçu comme les bonnes caractéristiques, tu les as forcément si tes cheveux sont beaux. Et on présuppose donc, si tes cheveux sont beaux, que tu n'as pas les mauvaises caractéristiques. Ce genre de truc me rend furieuse pour tellement de raisons. Parce qu'on ne se rend pas compte en faisant ça qu'on perpétue tout ce qui a fait que les Noirs se sont défrisés les cheveux pendant des générations et des générations. On perpétue toutes les raisons pour lesquelles Beyoncé et Rihanna auront toujours des tissages lisses ou bouclés. Jamais, jamais juste des cheveux crépus. Et je dis jamais, dans le sens pas de nos jours. Dans le futur, bien sûr, j'espère que nos stars noires, les plus grandes stars internationales, pourront être juste des femmes noires aux cheveux crépus, point. Mais voilà, cette perpétuation du visuel des femmes noires, quand elles sont belles, elles le sont avec des cheveux faux, vrais, bouclés ou lisses. Qu'est-ce que ça m'énerve? Et on le perpétue. Donc quand, dans ma vidéo sur les textures, je parle du fait que la texture ovale, elle va avoir tendance à moins bien refléter la lumière. Elle va avoir tendance à s'accrocher, les cheveux s'accrochent les uns les autres. Elle va avoir tendance à avoir plus de fourches. On m'accuse de dire du mal de cette texture. Mais c'est pas mal, c'est parce qu'on a cette croyance tellement profondément ancrée qu'il y a un problème avec cette texture qu'on a associé négativement toutes les caractéristiques qui vont avec. Mais qui a dit qu'un cheveu doit être éclatant de brillance? Qui a dit que pour qu'une chevelure soit belle, que pour qu'une chevelure soit bien, les cheveux doivent individuellement se détacher les uns des autres, les cheveux ne doivent jamais s'accrocher entre eux? Qui a dit que les cheveux ne doivent jamais avoir de fourche? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a intégré ces conceptions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas des conceptions du cheveu afro, et on les a intégrées. Alors, je sais qu'il y a plein de raisons pour ça. Les coiffeurs sont encore formés sur cheveux lisses. La recherche sur les cheveux crépus est encore quasiment inexistante. Mais du coup, on se retrouve à traiter nos cheveux comme si c'était des cheveux lisses. Parce que oui, c'est les cheveux lisses qui ont décidé dans leurs critères de beauté qu'il y a un énorme problème avec les fourches. Et que du moment qu'il y a des fourches, il faut les couper. C'est un truc de cheveux lisses. Tu les vois, les vidéos sur Instagram des coiffeurs pour cheveux lisses. Ils te montrent un cheveu avec les petits points de cheveux qui dépassent. Ils appellent ça, d'ailleurs souvent, cheveux crépus, ce qui est n'importe quoi. Dès que le cheveu a un effet un peu électrisé avec des petites fourches, pour eux, c'est un problème du cheveu. Du moment où il y a ces petits brins de cheveux, ces petites fourches, c'est un problème du cheveu. Et ils les coupent. C'est un problème pour les cheveux lisses, parce qu'ils sont lisses. Et que donc, eux, quand ils ont des fourches, elles vont remonter le long de la fibre, systématiquement quoi qu'ils fassent. Ce n'est pas le cas des cheveux crépus. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont faire que nos fourches vont vraiment s'intensifier et vont vraiment potentiellement poser problème. Mais ce n'est pas systématique. Il n'y a pas de problème en fait avec le fait qu'un cheveu, une texture irrégulière, ait des fourches tout au long de la fibre. C'est pas un problème. C'est pas un problème que la texture irrégulière soit plus terne. Ce n'est pas un problème. Rien ne dit que la beauté du cheveu doit venir de son éclat, que si mon cheveu ne fait pas effet miroir, comme dans une pub de L'Oréal, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Donc si je dis que le cheveu ne va pas avoir d'éclat, si je dis que le cheveu va être fourchu, je ne suis pas en train de critiquer et je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit de négatif. Et celles qui considèrent que ça l'est sont celles qui ont le problème de négativité lié aux cheveux crépus dans leur tête. C'est pas moi du tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Sinon, je ne ferais pas mon métier. Absolument aucun. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de mon métier. C'est de venir dire, mais attends, non, nos cheveux sont nos cheveux. Est-ce qu'on peut arrêter de penser en termes de cheveux lisses et penser en termes de nos cheveux? Pensez en termes de crépus, pensez en termes de cette texture afro-africaine, comme vous voulez. Et c'est pareil avec cette conception bizarre, qui est complètement contradictoire d'ailleurs, que le cheveu
africain, que si on est une femme africaine, alors c'est pas les mêmes cheveux crépus que si on est une femme antillaise, et surtout que c'est des cheveux crépus qui sont moins bien. Parce que de mon observation, ça me fait rire, parce que c'est fou. Ma sœur est mariée à un Malien, donc toute ma belle famille, enfin toute sa belle famille, ma belle famille par alliance, c'est bizarre, est malienne. Et ce qui est très marrant qu'on observe, c'est que leurs cheveux sont principalement ronds. Vous savez, cette texture ronde qu'on m'a accusée de faire comme si c'était la meilleure. Et je sais que dans l'inconscient collectif, donc si on a une texture ronde, elle est meilleure. Dans l'inconscient collectif, si on a plutôt un cheveu qui fait des ondulations plutôt qu'une bouclette, un tire-bouchon resserré, c'est meilleur. Et c'est marrant parce que donc toute la famille malienne du mari de ma sœur, la majorité d'entre eux ont les cheveux qui font plutôt ces ondulations et sont plutôt de cette texture ronde qui est beaucoup plus brillante. Et les mêmes personnes qui ont pour autant cette texture vont dire ouais mais c'est normal, elle est antillaise, elle a des plus beaux cheveux. Et dans la même conversation plus tard, elle pourra dire ouais mais c'est normal parce que elle a la meilleure texture. Et dans une autre conversation, elle dira et la meilleure texture, c'est la texture qui est plutôt ondulée, qui est un peu plus, tu vois, ça brille plus, etc. Et tu dis mais tu te rends pas compte, c'est contradictoire parce que la plupart des cette texture antillaise, soi-disant, qui serait meilleure, même quand une antillaise a des cheveux crépus, il va être considéré que sa texture crépue est meilleure. Je comprends même pas parce que ça fait beaucoup plus un tire-bouchon. J'ai vu beaucoup plus si tu regardes les textures du continent africain, les textures qui selon nos propres conceptions sont considérées comme meilleures parce que la boucle apparaît plus lisse, parce que la boucle se voit mieux, parce que quand elle fait un chignon plaqué, on voit les vagues. Moi, si je fais un chignon plaqué, il n'y a pas de vagues. Et ma texture est très fréquente aux Antilles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de métissage aux Antilles. Attention, il y a des métis aux Antilles. Là, on ne parle pas des métis des Antilles. On parle des noirs des Antilles. On parle de moi. Moi, ma sœur et les autres, les noirs des Antilles. Parce que on met les noirs des Antilles dans un panier différent que les noirs d'Afrique que je ne comprends pas. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut juste arrêter? Non seulement c'est incohérent pour les raisons que je viens de dire, mais ça nous divise. Pourquoi? Ça nous empêche de voir en quoi on est similaire, ça nous fait nous focaliser sur en quoi on est différent, ça nous empêche d'être ensemble dans notre recherche sur les cheveux crépus. Ça nous empêche d'être ensemble dans le fait d'avancer sur comprendre les différentes variantes de la texture crépue et sur comprendre comment on peut améliorer la texture crépue, pas améliorer la texture crépue dans le sens... Ce que je veux dire par là, c'est améliorer ce qu'on en fait, améliorer sa représentation, étendre ses possibilités. Dans ma vision du cheveu crépus, on est au début, d'accord? Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans peut-être, on aura compris à quel point c'est une texture riche, large, variée, multiple, avec laquelle on peut faire plein de choses. Et il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à comprendre. Sauf qu'on se limite, parce que le moment où on commence à explorer, le moment où on commence à essayer de voir quelles sont les variantes, quelles sont les possibilités, il y a cette texture, il y a cette boucle, il y a cette ondulation, il y a cette frisure, mais il y a ce lisse. Et qu'est-ce qui constitue un cheveu abîmé? Qu'est-ce qui constitue un cheveu sain? Et comment est-ce qu'on navigue au milieu de tout ça? Et comment fonctionnent les fourches? C'est quoi l'intérêt? Comment travailler la fourche? Et le nœud sur un seul brin, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et pourquoi? Et est-ce réellement un problème? Si oui, pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et toutes ces choses-là. Le moment où on commence à réfléchir, il y a quelqu'un qui vient de dire qu'on est en train de critiquer quelque chose ou qu'il y a quelque chose de péjoratif à dire ça et qu'il faut formater la façon dont on parle et dont on explore les cheveux crépus pour surtout éviter de ne vexer personne et surtout éviter de créer des divisions. Sauf que c'est pas moi qui crée des divisions, c'est pas en explorant qu'on crée des divisions, c'est en jugeant, en partant du principe que tel truc est moins bien que tel autre et on va mettre ça au-dessus de ça et ça en dessous de ça. Mais moi, je ne fais pas ces divisions, encore une fois, je me répète beaucoup là-dessus dans cette vidéo, mais je ne les fais pas. Ça fait maintenant, on est en 2021, j'ai fait mes premiers coachings capillaires début 2016. Ça fait donc 5 ans que professionnellement, j'explore le cheveu crépus. Et ça fait 11 ans maintenant, chérie, le temps passe vite, que de façon amateur, que mon intérêt pour le cheveu crépus est venu et que j'ai pas juste que mon intérêt est venu, mais que j'ai décidé que j'allais l'explorer pleinement quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2010. Donc 11 ans en tout, 5 ans professionnellement. Les 5 années professionnellement ont été 3 fois plus riches que les 6 années précédentes où c'était juste en amateur. Parce que je vois des tas de textures crépus tout le temps. Tout le temps. Et quand je dis je les vois via Internet, mais même aussi en personne quand je rencontre mes clientes, et je les étudie, je les analyse, et j'ai de plus en plus de données, d'informations grâce aux aventures capillaires de mes clientes et à la façon dont on le vit ensemble, ce cheminement
pour leur offrir la chevelure qu'elles veulent en termes d'apparence. Plus les années passent, plus j'ai des données, des informations sur les différentes textures et comment elles évoluent avec tel traitement, tel soin, tel truc, tel machin, etc. Et plus je comprends à quel point on est au balbutiement de comprendre la texture crépue, plus je comprends à quel point elle est riche, cette texture spécifique là de la petite bouclette, de la petite fréquence d'ondulation, de zigzag ou de tire-bouchon, cette apparence globalement afro qui est... Le mot est trop petit pour contenir la multitude en fait que c'est. Et je suis excitée et j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de continuer à explorer et je suis contente, le mot est faible, d'avoir choisi mon métier et de le faire. Et ouais, j'aimerais qu'on arrête avec ces jugements. J'aimerais qu'on sorte de nos pensées, les croyances négatives que des colons qui ont fait du mal à toute notre descendance, notre ascendance plutôt, ont mis en nous. Est-ce qu'on peut juste se détacher de leur version, leur vision, leur regard du crépus qui vient, encore une fois, échelonner, qui vient péjorativer des trucs qui n'avaient jamais besoin de l'être. Juste on sort de ça. On peut juste dire non. Non, c'est fini. C'est fini. Non, moi je suis noire et j'aime la négritude dans son ensemble et on peut tous le dire à l'unisson. Je suis noire et j'aime la négritude. C'est le plus fondamental cri d'estime de soi, je pense, qu'on peut faire en tant que personne noire, même pas en tant que femme, en tant que personne noire. Travailler son amour de soi et son estime de soi et sa confiance en soi et même sa réussite dans la vie. Pour moi, n'a pas de sens. C'est travailler sur des fondations pas stables que de le faire, mais en ayant au fond de soi un peu ce problème avec la négritude, cette idée qu'il y a des problèmes avec la négritude, cette idée qu'il y a un problème avec certaines textures crépus, cette idée qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, quelque chose de négatif ou de péjoratif avec la négritude dans sa multitude. Il n'y en a pas. Bon, c'était censé être simplement la première partie de la vidéo sur anatomie de la texture, mais je suis partie en live, n'est-ce pas? Donc je vais m'arrêter là, on va garder cette vidéo du coup partie 1, appelons la partie 1. Partie 1 remise au clair. Toutes les textures crépus se valent, je les adore toutes, je les aime toutes. Je suis noire et j'aime la négritude et j'espère que vous aussi. Et on va faire une vidéo suivante. La semaine prochaine, on va rentrer donc dans l'anatomie de la micro-bouclette sans aucun jugement de valeur sur quoi que ce soit à propos de la micro-bouclette. On va observer, on va regarder, on va étudier et on va tirer des conclusions et des idées et des choses et on va se donner le droit de se tromper et de faire une vidéo dans 5 ans qui dit « Ah, peut-être que… » Parce que vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne depuis longtemps, certains d'entre vous regardent mes anciennes vidéos. Je vous préviens, avant 2016, je ne savais rien. Avant le moment où toute mon expertise s'est approfondie, quand je suis passée professionnelle, c'était des très bonnes vidéos à l'époque, je donnais le maximum de ce que je savais, mais j'avais à peine commencé à explorer et je me laisse le droit dans 5 ans de dire encore « Ok, c'est encore un autre univers, j'ai découvert tellement plus de choses, maintenant on peut faire ça. » Et peu importe. Aujourd'hui, on va aller au bout. On va étudier au maximum. Et demain, on va faire exactement la même chose. Et c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on va tous s'enrichir ensemble. Par s'enrichir, j'entends s'enrichir en termes d'amour, d'estime de soi et d'honneur presque de la négritude. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À la semaine prochaine pour la partie 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses et comment vous voyez les choses à propos de tout ce que je viens de dire. Discutons-en. À bientôt. Ciao.